bien bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Jérémy a fait le petit disclaimer, l'avertissement que j'allais faire justement. Je suis pas conseiller financier, la présentation que vous allez voir, ça ne vous incite pas à investir dans les projets que vous présentez, etc. Vous connaissez la chanson. Donc, ça, vous allez déjà, c'est ravi. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la GameFi. Donc, une petite introduction sur la GameFi et 3 projets. Donc, un jeu Star Atlas, une guide sur ce jeu qui s'appelle Gargantua Industries, et un écosystème e-sport 3.0 Xboard. Donc, on parle de GameFi, j'ai mis quelques autres termes à côté. On entend du Play to Earn, Play and Earn, Web3 Gaming. Tout ça, c'est un petit peu des termes pour englober la même idée. Il y a pas mal de termes à la mode aussi depuis 1 ou 2 ans. L'idée, c'est de fusionner le gaming avec la blockchain et la finance décentralisée, la DeFi. C'est pour ça que le mot GameFi, je l'aime bien, il parle pas mal. Play to Earn, jouer pour gagner, c'est un petit peu bizarre pour un gamer. Et donc on parle de Web3 Gaming, je vous remets, vous le connaissez sûrement, ce petit visuel, la différence entre Web 1, Web 2 et Web 3. Donc le Web 1, on était sur une information statique, en lecture seule. Le Web 2, on est sur une information en ce moment interactive avec tous les réseaux sociaux, tous les GAFAM qu'on connaît, donc lecture plus écriture. Et Web 3, lecture, écriture, et on va rajouter des termes comme la confiance, une information vérifiable, on peut dire aussi un aspect de propriété, récupérer la propriété sur ces données et décider à qui la partager ou pas. Ensuite, on fait un petit point rapide sur le marché du gaming. Marché du gaming versus le marché du cinéma ou de la musique en exemple, pour montrer l'argent que génère le gaming, 175 milliards, on parle en milliards de dollars là, contre 12 milliards et 20 milliards pour la musique. Bon, c'est les chiffres de 2020 pendant le Covid, donc on peut regarder 2019-2018 aussi, mais bon, il y a quand même une sacrée différence. Et quand je parle souvent de milliards, j'aime bien faire une comparaison et se remémorer la différence entre million et milliard. 1 million, je ne sais pas si vous connaissez la comparaison, 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. Ça parle peut-être à certains. 1 million de secondes, ça équivaut à environ 11 jours. Et 1 milliard de secondes, ça équivaut à 31 ans. Donc là, on voit qu'un milliard par rapport à 1 million, c'est pas la même chose. Et quand on parle de 175 milliards, ça donne un peu le vertige quand même. Donc on a vu le potentiel du marché du gaming rapidement. Là, c'est le potentiel. Bon, ça c'est pareil, vous connaissez sûrement si vous êtes dans la blockchain et la crypto. Donc, on compare souvent l'adoption des crypto-monnaies et de la blockchain avec l'adoption nombre d'utilisateurs d'Internet. Là, je vous ai mis un graphique juste pour voir que c'est vachement corrélé. En 2022, le nombre d'utilisateurs crypto-monnaies doit être environ à 200 millions, c'est pas super précis. Et ça équivaut à peu près à l'année 98 de Internet. Donc il y a plusieurs chiffres qui sortent, on voit plusieurs graphiques. Là, on est sur la source des échos. On voit qu'il y a quand même un sacré potentiel d'évolution. Et du coup, ça m'a fait penser la fusion des deux, à une fusion bien badass en tant que geek, entre Goku et Vegeta. Et en fait, donc on va voir, voilà, qu'est-ce que la blockchain peut apporter au milieu du gaming. Donc la notion de propriété qu'on récupère un petit peu. Je sais pas s'il y a des gamers déjà dans la salle, je vais parler avec un ou deux, qui se considèrent comme gros gamers, hardcore gamers, jouer peut-être une journée ou des nuits, ça vous est déjà arrivé? On en a un là-bas, un là. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu moins gamers mais qui ont une console qui joue de temps en temps ou un PC? On en a d'autres? Non, pas de ce côté? Ouais, c'est ce que j'allais y venir. Et dernière chose, qui joue sur le téléphone quand ils s'ennuient dans les transports et tout ça, là il y a du monde, peut-être un peu plus. C'est pour vous, voilà, pour dire un petit peu qu'on aime tous le jeu et qu'on est tous un petit peu gamer à son niveau. Et récupérer la propriété sur ces jeux ou ces objets en jeu, ça me fait penser quand j'étais gamin, j'allais chez les copains, on s'échangeait des jeux, c'était super simple quoi, comparé à maintenant. Et la blockchain va apporter des technologies, donc des tokens qui vont être vachement adaptés au milieu du gaming, je trouve. On va avoir des tokens ERC20 dans le style ERC20 qui vont permettre de faire des tokens de monnaie dans le jeu, pendant l'économie et l'échange dans le jeu.
Il y a des tokens qui vont servir de gouvernance, donc de pouvoir de vote et de décision dans un jeu par exemple. On va avoir bien sûr les NFT, qui permettent voilà, d'avoir ces jeux en NFT, ces objets dans le jeu en NFT. Et on a aussi les styles de Soulbound Token, des tokens intransférables qui peuvent être utilisés pour des systèmes d'XP. Donc voilà, je joue beaucoup sur un jeu, je reçois de l'expérience. Et ces tokens d'expérience, je ne peux pas les envoyer à un copain, c'est vraiment inhérent à mon wallet. On rajoute des termes qu'on connaît à la mode, hein, transparence, décentralisation, confiance, en croisant les doigts pour que ça soit respecté sur les projets à l'avenir. J'ai fait une petite intro sur la GameFi, maintenant je vais parler de Star Atlas, mon jeu un petit peu chouchou. Donc il faut savoir que dans les 3 projets que je vais vous présenter, c'est des projets assez early, on est à peu près 1 an de développement, et pour un jeu d'une telle ampleur, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais Star Atlas, j'ai connu au début de la mauvaise manière, j'ai voulu spéculer sur les tokens. C'était les launchpads à l'époque, du grand pub, c'était propulsé par Alameda, FTX et toute la clique. Donc tout ce qui sortait là-dessus, ça pumpait de fou. Et j'ai un pote sur un Discord qu'on a créé avec Charlie justement, Crypto Browser. J'ai un pote avec qui on parle du token Star Atlas. Et il me dit, mais tu connais pas le projet qu'il y a derrière? Bah non, moi je m'en fous, j'achète un token, je le revends. Les jeux Play to Earn, je les ai déjà essayés, c'est pas pour moi, je suis plus gamer. Il dit non, là c'est pas pareil. Là c'est un jeu avec un sacré budget AAA sous Unreal Engine 5, donc le nouveau moteur graphique avec des graphismes super impressionnants. C'est un monde ouvert, c'est MMORPG, donc jeu massivement multijoueur. Space Opera, donc dans l'espace avec des batailles, tout ça, donc bref, sur blockchain, il m'a hypé. Et donc je suis parti Dior faire prendre mes infos sur Star Atlas, et je tombe sur ce trailer Star Atlas qui m'a encore plus hypé, de fou. Et je vous le laisse, j'en profite pour boire un coup. Bon, en gros, j'ai vu ça et 2-3 infos sur le jeu. Je suis parti sur le marketplace pour m'acheter un vaisseau. Et du coup, dans les vaisseaux, il y a plein de sortes de vaisseaux, ils sont super bien designés en plus, des trucs vraiment stylés. Donc avec bien sûr des prix différents, des tailles différentes, des stats différentes, des rôles de gameplay. Donc on va avoir des vaisseaux dédiés à la bataille, des vaisseaux de support dédiés au côté médical, des vaisseaux qui vont permettre d'explorer ou de miner, bon, plein de choses différentes. Et il y a aussi 2 tokens dans le jeu Star Atlas. On va avoir le token Atlas qui va servir d'échange in-game, d'économie dans le jeu. Et le token Police qui va servir de token de gouvernance. Donc on va avoir des pouvoirs de vote. Et il y a 3 niveaux de gouvernance dans Star Atlas. On va avoir une gouvernance globale sur le jeu en lui-même. Après on va avoir une gouvernance sur notre faction. On a vu tout à l'heure 3 races différentes, donc les humains, les extraterrestres et les robots. Et on va avoir un pouvoir de vote sur notre faction, et ensuite, le 3e niveau, ça va être un pouvoir de vote dans notre guilde, un vote plus régional. Ça, c'est Central Space Station, donc ça, c'est les bases de départ de chaque faction. Donc on a, là on voit des images du développement, ça c'est pas encore disponible, c'est pas encore live. Donc ces 3 bases safe, donc elles sont entourées d'une grosse bulle, qu'on voit dans beaucoup de films de science-fiction. Les armes sont interdites et on va avoir des espaces d'habitation, des zones d'habitation, avec des NFT de maisons. Plus on augmente la taille de sa maison, plus on va avoir un espace de stockage plus grand, un garage pour son vaisseau plus grand, une table de crafting qui va plus vite, donc des avantages comme ça. Et on a aussi un espace zone commerciale, où on va pouvoir du coup acheter des landes pour pouvoir proposer de la vente de services ou de la vente de produits carrément. Et dans la tête du CEO, quand il présente ça, il veut vraiment relier le monde réel au jeu. Et on se balade dans la Central Space Station, on a une petite fringale, je m'arrête chez Domino's Pizza, je commande ma pizza, je me fais livrer dans le monde réel. Et dans cette optique-là, ils mettent beaucoup de kits de développement à dispo, ils laissent beaucoup de choses ouvertes pour que la commu ou d'autres entreprises puissent développer des choses. Ça, c'est un petit schéma du coup des 3 factions. Là, voilà les 3 races. Là, donc Oni, les extraterrestres,
Mud, les humains, et Ustur, les robots, qui sont dispersés dans l'univers Star Atlas. Et il y a 3 zones différentes. On a une zone safe zone, donc une zone verte autour de la Central Space Station. Ça, c'est une zone, si je me bats contre un autre vaisseau, un autre joueur, je perds le combat. En gros, il m'arrive rien. Je perds rien sur mon vaisseau. Quand je vais me battre dans la zone orange, la medium risk zone, là, si je perds le combat, je vais avoir des dégâts sur mon vaisseau et besoin de réparer mon vaisseau. Donc dépenser des atlas. Et si je me bats dans la high risk zone, donc la zone à haut risque en rouge, c'est là où il va y avoir les ressources les plus rares, bien entendu. Puis on va aller dans les ressources, dans les lieux lointains, puis on va avoir des ressources rares. Là, si je perds mon combat, mon vaisseau disparaît. Il coûte 5 € ou 5 000 €, plus de vaisseau. Donc des stratégies, des escortes, pas mal de choses à réfléchir, ou d'y aller avec de la furtivité, repartir vite. Il y a des choses là. Là, c'est une petite roadmap. Donc on peut apprendre d'un ordre chronologique, et puis c'est des modules qui vont être travaillés en parallèle par la team. On commence par Score. Score, c'est un système de farming super simple, on voit souvent dans la DeFi. Donc je stack mon vaisseau, je vais récupérer des Atlas, donc le token du jeu. Ils ont gamifié un petit peu le système en ayant des ressources. On doit alimenter son vaisseau avec de l'essence, de la nourriture, des munitions, tout ça. Et du coup, je gagne des atlas en stackant mes vaisseaux. Deuxième module, c'est le showroom. Donc là, c'est le 3D sous Unreal Engine 5. Donc ça, c'est dispo actuellement. Bon, faut avoir une belle bécane quand même, un bon PC. Je vais avoir un hangar pour pouvoir faire apparaître mes vaisseaux, les visiter, monter dans mon vaisseau, faire un tour du hangar, les essayer. J'ai aussi des modules de jeu. J'ai un module où je vais pouvoir faire des courses autour du hangar et des courses aussi hors atmosphère dans l'espace avec les astéroïdes. D'ailleurs, le top 1 du leaderboard mondial est donc chez nous dans la guilde que je vais vous présenter après. On a plusieurs même membres dans le top 10, plutôt classe. Voilà, ça ressemble à ça du coup. Il y a beaucoup de détails sur les vaisseaux, le jeu est beau quand même. Bon, ça se finit en 2 heures, hein. On teste la course, on teste 2-3 choses. Et après, donc ça c'est la course. Et après, on a un module de bataille. Voilà, là, on peut s'exercer aux batailles dans l'espace contre d'autres vaisseaux. Il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. En bas à droite, on a un triangle où on peut régler la puissance. Enfin, on peut mettre son énergie dans la puissance, dans les munitions ou dans les moteurs. Et le troisième module, ça qui n'est pas sorti, qui doit arriver avant l'été, c'est le module Sage. Donc c'est un jeu sur navigateur, lui en revanche, donc super facile d'accès n'importe où, avec une connexion. Et jeu plus orienté stratégie, et ça va être aussi pour eux pour tester donc les déplacements on-chain entre les systèmes stellaires, les différentes boucles économiques de gameplay, etc. Donc on va tester ça du coup normalement avant cet été. Alors, Gargantua Industries, la guilde dont je fais partie. Donc, c'est une guilde qui a été créée un peu après l'annonce de Star Atlas, fin 2021, par 2 membres, le Kalalou et Brisa. Et du coup, le but de cette guilde, bon, ça va être déjà se divertir. Dans un premier temps, c'est un jeu vidéo quand même. Ça va être se divertir, mais aussi de faire fructifier ses investissements Star Atlas. Et pour ça, on a une vision un peu industrielle de la chose. Je vous montrerai après. Donc là, nos objectifs, être la meilleure guilde francophone, tout simplement, alors avec plein de sous-objectifs. Pour l'instant, c'est en bonne voie. On est la guilde francophone la plus active. On est présent lors des conseils. Alors, Star Atlas appelle ça les conseils de la paix. C'est les meilleures guildes du monde qui sont réunies pour discuter de Star Atlas et de tout ça. On est dans les leaderboards, les meilleurs, enfin dans le top 10, on a top 1 du leaderboard des courses, etc. Donc on est bien représenté. Maîtriser la supply chain, je vous en parle après, et redistribuer équitablement les gains générés. Qui sommes-nous donc je vous parlais tout à l'heure des MUD, donc nous on est francophones et on est uniquement humains dans le jeu Star Atlas. On aime bien se dire qu'on est une société coopérative et participative dans le style d'une multinationale en termes d'organisation et de réunion qu'on fait. Là, une petite map monde qui nous montre où sont certains membres actifs.
Donc c'est pour dire que voilà, on est sur tous les fuseaux horaires et à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, il y aura quelqu'un sur le jeu Star Atlas de la guilde GGA. Et nos membres. Donc nos membres, une grande famille. On les voit gueuler là. À gauche, bon, on est une grande famille aussi avec Crypto Browser et Métis Mining. Donc Max qui est là aussi de chez Métis qui a organisé CryptoXer 2023 en janvier dernier. Donc on était présent aussi pour présenter Star Atlas et la démo lors de CryptoXer 2023. Et puis ouais, qu'on soit sur Discord, en vocal ou en IRL, c'est toujours super bonne ambiance, bienveillant. 3 types de membres. On a les stellaires, ça va être les membres, le cœur de la guilde, des micro-entrepreneurs, donc qui ont du temps à accorder à la guilde, mais voilà, qui peuvent venir et repartir un peu comme ils veulent. Ensuite, on a les constellaires qui vont être donc sélectionnés entre guillemets parmi les stellaires au mérite, sur un système méritocratique, ou qui vont être les managers opérationnels de la guilde. Et ensuite, on a les lunaires, c'est les premiers investisseurs de la guilde. On a 21 places de lunaires, on est une quinzaine de lunaires à avoir voilà, investi dans la guilde Gargantua Industries. Et on fait des conseils toutes les semaines, on vote les décisions et on soumet des votes aussi aux stellaires. Ça, c'est l'organisation des lunaires, justement. Donc on a une fonction support, on a un lunaire à la coordination générale, au RH, à la finance, compta, marketing, un lunaire à la technique. Et après, on va avoir des filiales en jeu, où on va être 2 lunaires par filiale. J'ai fait un petit schéma pour les montrer tout ça mieux. Donc, on commence avec la filiale exploration. Ça va être les explorateurs, les aventuriers 3.0 qui vont aller découvrir les nouveaux systèmes stellaires, des nouvelles planètes qui regorgent de ressources. Ensuite, on a les mineurs avec la filiale extraction qui vont arriver sur les planètes, avec les grosses mining drills et extraire les ressources. Ensuite, ça part au raffinage pour transformer les ressources en matières premières. Recherche et développement, on va rechercher les plans de fabrication des vaisseaux et des objets, transformer justement les matières premières en objets finis. Et du coup, voilà, la production, qui vont construire donc tous les vaisseaux, les armes, les skins. Et après qu'on va distribuer et commercialiser avec la filiale distribution de Gargantua Industries. Au-dessus de tout ça, on a la filiale sécurité Gargantua Ops. Alors le but de Gargantua, c'est pas d'aller chercher embêter des autres factions, aller la piraterie ou aller faire la guerre à d'autres factions. Mais nous, on aura de quoi vraiment sécuriser toute notre chaîne de production. Et si on vient nous chercher des noises, on aura de quoi se défendre. Et la filiale logistique, bien sûr, qui vont être tout au long de cette chaîne en termes de logistique et de transport. La petite présentation Gargantua. Allez. Des questions là-dessus? Du coup, pour intégrer la guilde, tout ça, est-ce qu'il y a un investissement minimum ou comment ça se passe? Il faut juste des moyens humains, financiers ou... Alors, les stellaires, pour être membre de la guilde, non, il n'y a aucun prérequis. Juste un petit recrutement pour pas accepter, on n'est pas dans le volume non plus, c'est juste un petit recrutement oral à vocal sur le Discord et pour accéder à la guilde. Après le côté constellaire, ça va être plutôt un investissement de temps de la part des stellaires. Donc c'est ceux qui vraiment sont présents souvent sur le jeu et veulent avoir un rôle de manager. Et après pour les lunaires, il faut un investissement financier. Et de combien est-ce qu'il y a un ordre d'idée à donner? Ouais, on a capé, le minimum est capé pour le moment à 5 000 € avec possibilité de rajouter après. Et aussi dans notre idée, c'est d'ouvrir les investissements à tout le monde, à tous les stellaires. Sur le site web, vous êtes défini en tant que DAO et je voulais savoir si vous avez mis en place un système de tokens pour la redistribution équitable de vos membres. C'est dans les projets. Aujourd'hui, on veut vraiment emmener la guilde jusqu'au début du jeu, voir comment ça tourne et essayer de créer ce qu'on avait dans l'idée au départ. Donc, pour l'instant, on fait des systèmes de vote entre lunaires et après on soumet aussi des votes aux stellaires, mais il n'y a pas encore de token de sortie. Et on finit avec Xborg. Xborg, c'est une nouvelle verticale de Swissborg. Vous connaissez sûrement l'échangeur centralisé Swissborg. Et eux, ils partent d'une problématique, c'est qu'ils trouvent qu'il y a une asymétrie du pouvoir dans le jeu vidéo et que le joueur, il est souvent là pour lâcher la carte bleue et pour pas grand chose d'autre.
temps en temps, on lui demande son avis, mais c'est quand même assez rare dans le Web 2. Et du coup, eux souhaitent mettre des choses en place pour recentrer le joueur au cœur de l'écosystème et puis lui redistribuer un petit peu de valeur à l'occasion quand même. Parce qu'il y a une phrase qui dit, ce que j'aime bien, c'est un jeu avec des joueurs, c'est un jeu avec de la valeur. Un jeu sans joueurs, c'est zéro valeur. Et pour ça, du coup, ils ont 4 outils pour le moment. Ils mettent en place donc un launchpad. Donc on donne la possibilité à la communauté d'investir dans des projets avant les private sales et les public sales, donc en seed ou pré-seed. C'est un processus de sélection par leur équipe déjà sur le jeu GameFi. Et ensuite, ça ne s'affiche pas, mais on a 2 styles de rapports. Donc on a un rapport qui va nous faire par jeu, avec bien détaillé avec tout ce qui est tokenomics, team, projet, etc. Et on va avoir un deuxième rapport qui est effectué tous les semestres, il me semble, où on va voir l'avancée de tous les projets qui sont sortis en Launchpad. Un autre outil donc, qui vont sortir, c'est Initial Team Offering, les ITO. Vous connaissez sûrement les fan tokens chez Chili's ou Binance. Donc là, dédié vraiment pour approcher le fan avec son équipe favorite de e-sport professionnel. Donc Petit Alpha, ça n'a pas été encore communiqué, ils ont signé la team BDS, je ne sais pas si ça parle à certains. Je ne vois pas les gens du gaming là, ça ne parle pas. C'est une grosse team bien connue dans l'e-sport. Donc l'idée c'est d'être plus interactif, d'avoir des interactions avec sa team favorite, c'est de voter pour des petites décisions sur le nouveau t-shirt de la team, des choses comme ça. C'est aussi d'être récompensé en fonction des performances de sa team. C'est un peu comme le PMU avec les canassons. Gaming Passport, donc là, passeport de gamer. On va avoir donc des passeports comme ça avec plein de statistiques qui vont nous permettre d'être récompensés selon les succès qu'on fait dans les jeux. Donc on va nous envoyer des récompenses, que ce soit en token, NFT ou peu importe. Ça va être aussi, ça va servir dans la détection. Donc imaginons si un jeu, je prends un exemple peut-être bête, mais Activision, ils ont vu que j'avais joué des heures et des heures à Call of Duty. Ils sortent le nouveau Call of Duty et vont faire tester la bêta aux joueurs les plus assidus. Donc ils vont voir que je suis un gros joueur, ils peuvent m'ouvrir à la bêta. Ou la détection peut-être plus dans les équipes e-sport. Donc quand ils vont voir mon beau ratio de 0,90, donc ça c'est pas bon, mais quand ils vont voir des gros joueurs, ils peuvent ça peut servir de détection pour les équipes e-sport. Il y a eu 10 000 Gaming Passport de Mint actuellement. Et il y a la partie e-sport, donc vraiment tournoi, organisation de tournois et inscription d'équipes Xborg à des tournois. En ce moment, ils font le XCS, donc c'est un gros événement qui se passe sur 5 jeux GameFi différents, avec un prize pool de 100 000 $. Et là, quelques chiffres, donc 125 tournois hébergés déjà, 130 000 $ distribués, 8 000 participants, et 34 tournois gagnés par des teams Xborg. Le Prometheus, donc c'est un NFT, c'est un des moyens de la communauté pour interagir avec Xborg. Donc il y a 2 choses, il y a le token qui va sortir et il y a le NFT Prometheus, donc ce robot. Ça nous permet d'accéder au launchpad qu'on a vu au début, d'accéder à des bêtas de nouveaux jeux, de participer à des votes de gouvernance Xborg, d'avoir un airdrop du token d'Xborg quand il va sortir et de recevoir donc plein d'autres pertes, donc du merch, des cadeaux, des whitelists, etc. Avant la fin, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissiez ça, donc Vitalik Buterin, qui jouait beaucoup à World of Warcraft, et quand il avait 12-13 ans, je crois, j'ai joué joyeusement à WoW entre 2007 et 2010, mais un jour Blizzard a décidé de supprimer les dommages infligés par son sort de son personnage. Il a passé la nuit à pleurer, et il a réalisé ce jour-là combien les services centralisés étaient porteurs des pires horreurs, et j'ai rapidement arrêté de jouer. Ça m'a fait rire, je savais même pas. Et je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. Là, si vous avez des questions, vous avez le QR code de Linktree de Gargantua, où vous allez trouver le site internet, le Twitter, le Discord de GGR. Merci.